Bon bah écoutez, on va démarrer l'apéro des Indiens. Bienvenue à l'apérobo du mois de juin, donc un apérobo qui est assez festif et on a chaud d'ailleurs au dernier bar avant la fin du monde situé sur Paris. Et Caliban était en pleine action il y a pas plus tard que ce week-end dernier où on était à la Northmaker Campus où il y a eu pas mal de choses, d'animation. Donc j'en profite par rapport à ça d'aller visiter sur les réseaux sociaux tout ce qu'on a fait. Il y avait pas mal de vidéos d'animation où d'ailleurs Fred nous a fait... a participé justement à un projet qui était mis en avant sur un robot qui devait cliquer sur je ne suis pas un robot, voilà. Donc ça, je vous invite à regarder les vidéos justement de la Northmaker Campus. Mais ça, c'était ce week-end. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que on a un monsieur qui a fait un super robot. Donc on a pu le voir un petit peu sur les réseaux sociaux ou autres, d'ailleurs Disney, parce qu'à la base c'est un robot qui vient de l'univers Disney, où on a une espèce de bébête à deux pattes. Donc écoute, viens avec moi. Donc voici le créateur et le concepteur de ce petit robot. Donc il a fait une reproduction du robot qui s'appelle... C'est BDX. Voilà, BDX exactement, qu'on peut retrouver aujourd'hui à Disney à l'heure actuelle parce qu'il est en animation aujourd'hui et il a refait une reproduction mais qui est fonctionnelle, c'est ça qui est formidable. Donc écoute, je te laisse nous présenter la petite bête et nous dire tout ce que tu peux nous dire d'ailleurs dessus parce qu'on va être très curieux sur le sujet. Hein. Ça marche. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Bon, je préviens, j'ai rien préparé, c'est complètement à l'arrache. Donc je vais montrer des trucs sur mon ordi, normalement c'est branché. Donc voilà, je vais parler de ce petit robot là qui est... il s'appelle Open Duck Mini. J'ai enlevé ça. C'est effectivement inspiré du robot BDX de Disney. Vous avez peut-être vu, pareil, là, ils sont en partenariat avec Nvidia et tout, enfin ils ont fait plein de trucs sympas. Et ce robot, la première fois que je l'ai vu, je suis tombé amoureux et je me suis dit j'en veux un. et je veux le fabriquer quoi. Et donc ça a donné lieu à ce projet, qui est un projet perso à la base, qui évolue. Ça c'est la deuxième version du robot. Il y a une première version, je pourrais vous montrer aussi, mais qui marchait un peu moins bien. Je commence par le début, peut-être qu'on peut partager... J'ai dû peut-être passer par-dessus. J'ai dû passer par derrière, encore la marche. Donc ça c'est le design 3D. Bon, je précise aussi, je suis pas tout seul à bosser dessus. Hein. J'ai bossé sur la partie conception mécanique avec un collègue dont c'est le métier. Moi, je suis informaticien. Bon, j'ai appris un peu à faire du CAD. Hein. Et donc ça c'est la deuxième version du robot. Peut-être que je peux vous montrer la première version. Ouais. Est-ce que j'ai toujours de l'internet? On va voir. C'est Unshape, c'est un logiciel de CAD, donc de conception assistée par ordinateur, qui est en ligne, donc moi j'aime bien. Il y a d'autres avantages, j'en parlerai un peu plus tard. Donc ça c'était la première version du robot, qui utilisait des moteurs Dynamixel, des moteurs Dynamixel. Ils sont... Bon d'ailleurs l'assemblage est un peu cassé, mais bon c'est pas grave. J'y touche plus trop du coup depuis qu'il y a la V2. Ce robot là il était bien, mais il était trop cher. C'est-à-dire que les moteurs ils sont bien, mais ils sont trop chers. Dynamixel, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque coréenne qui fait des servomoteurs, donc des moteurs dans lesquels il y a souvent une réduction et aussi un encodeur quoi. Et on peut leur parler via un bus, on peut les mettre en série, donc c'est super pratique. Sauf que voilà, ces moteurs-là étaient un peu trop chers. Et pour la petite histoire, du coup, pour la version 2, on est passé sur des copies chinoises de Dynamixel qui sont pour le prix vraiment imbattable. C'est-à-dire qu'un moteur, ça coûte entre 12 et 15 euros. Sachant que les Dynamixel que j'utilisais, qui étaient vachement plus petits, moins puissants, etc., c'était plutôt de l'ordre de 100 euros le moteur, quoi. 110 euros le moteur. Donc c'est bien, mais c'est cher. Donc voilà, ce qui fait qu'avec cette version là, le robot est un peu plus grand. Il est plus puissant, etc. Et surtout, le but c'était de le faire le moins cher possible. Ce que j'ai pas précisé, c'est que c'est entièrement open source. Il y a un GitHub, n'importe qui peut aller voir comment c'est fait, télécharger tous les fichiers, le fabriquer. Il y a un guide, il y a une communauté Discord si les gens veulent de l'aide ou partager ce qu'ils font.
Ce qui fait qu'en fait le coût total du robot, le coût BOM, donc vraiment acheter les pièces et l'assembler, c'est de l'ordre de 300 €. Donc ce qui est vraiment pas cher. Voilà, donc pour rentrer un peu dans les détails, on a 5 degrés de liberté par jambe. Là je lui enlève un peu ses coques. On a un yaw, un roll et un pitch. Donc ce qui fait que la jambe, on a une articulation de hanche qui peut faire un peu tous les mouvements dont on pourrait avoir besoin. On a je vais pas y arriver. On a un moteur de genou et un moteur de cheville. Un petit détail un peu marrant de ce genre d'architecture de robot, c'est qu'on n'a pas de moteur roll pour la cheville, donc qui permettrait en fait de garder le pied à plat. Ouais. Ah pardon, je vais m'asseoir. C'est mieux ? Oui. Ouais. Pas de problème. Le moteur, en fait, on n'a pas un degré de liberté qui nous permet de garder le pied à plat, alors pendant qu'on est en train de bouger la hanche de gauche à droite pour initier la marche. Donc, ouais, en fait, il n'y a que le degré de liberté comme ça, mais on n'a pas de degré de liberté comme ça. Les 5 degrés de liberté, par exemple, on récapitule. Donc en bas, genou, ça fait 2. Hanche, avant-arrière, ça fait 3. Sur la jambe. Et jambe, ça fait 4 en écartement. Et le 5e, il est au-dessus ici. Ah. Et il fait c'est ça, toute la rotation comme ça. Et donc en fait, bon, c'est la même chose que ce qu'a fait Disney, hein. Ce qui fait que en fait, on a un pied qui est un peu arrondi vers le bas et qui fait que quand il se penche d'un côté, il peut rouler un peu sur son pied. Bon, ça c'est un truc qui est dur à contrôler. Mais de toute façon, j'entrerai un peu plus dans les détails après. Je finis les degrés de liberté. Après, on a le coup. On a 2 degrés de liberté pour faire une espèce de parallélogramme. Bon, il n'y a pas de vraiment parallélogramme, mais on peut garder la tête droite parce qu'on a un degré de liberté au niveau du cou et aussi au niveau de la tête. Ici, on a un mécanisme assez cool qui nous permet... Il y en a 5... 5 et 2, c'est ça. Et non, il y en a 4 après au-dessus. Il y a le cou, le pitch du cou, le pitch de la tête. Il y a un yaw pour la tête et un roll aussi pour la tête. Donc si je sais pas si on voit bien le robot sur le stream, sur le cou, du coup je peux le faire rentrer comme ça. Il peut bouger comme ça et il peut aussi bouger, voilà comme ça. Et aussi tourner la tête. Donc ça fait cette articulation un peu bizarre. On comprend pas comment ça marche à la première vue, mais ça marche. Bon là c'est un peu caché par plein de trucs. En termes de moteur, après on a aussi 2 tout petits moteurs pour les antennes, c'est purement pour l'expressivité, pour que ce soit sympa. En termes de calcul à bord, parce que tout tourne à bord du robot, on a une petite Raspberry Pi 02W. Donc c'est vraiment la plus petite Raspberry Pi sur laquelle tourne un Linux qu'on peut trouver. Et en fait ça suffit assez largement pour faire ce que je veux. Donc, elle coûte combien ? 25 €. Ouais. On a une petite caméra. Actuellement, je m'en sers pas, mais elle est là, si un jour je veux m'en servir. On a un haut-parleur. Et le Raspberry Pi qui marchait tout le monde ? Ouais, c'est ça. Et après, je vais expliquer un peu. Je vais peut-être commencer là. Comment le robot marche physiquement, quoi. L'idée, c'était de faire de l'apprentissage par renforcement et de transférer le réseau de neurones qui est appris en simulation sur le vrai robot. Donc ça, c'est un problème qui s'appelle le sim-to-real. C'est un problème difficile, surtout quand on utilise des moteurs à 15 balles. Voilà, il y a du jeu, le moteur il fait pas forcément ce qu'on veut, c'est compliqué. Mais on a réussi à avoir un truc assez satisfaisant. Donc, je vais montrer un peu la simu. Pardon. Donc en fait, j'ai un modèle du robot dans un simulateur. Donc ici, c'est Mujoko. Je sais pas si vous connaissez. J'attends un peu. Merci. Donc,
MuJoCo, c'est un simulateur physique qui a été développé, qui a été racheté par Google DeepMind il y a quelques années, et qui nous permet en fait d'avoir une gestion, un calcul de la physique qui est vraiment super bien, calcul des contacts, etc. Et donc ça, je peux le montrer, c'est donc une policy. Ce que j'appelle une policy, c'est si tout le monde n'est pas à l'aise avec le vocabulaire, c'est un petit réseau de neurones. Donc quand je dis petit, c'est vraiment petit. C'est-à-dire que dans l'ordre de grandeur des trucs d'aujourd'hui, type ChatGPT et tout, c'est vraiment un grain de sable, quoi. Qui a été appris via un truc qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Je sais pas à quel point je rentre dans les détails là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent qui connaissent un peu le domaine ou qui connaissent pas? L'algo qui est utilisé pour l'entraîner, j'utilise PPO. Pareil, ça va pas parler à tout le monde. L'idée c'est, on a un robot qui est simulé, qui peut interagir avec l'environnement. Donc au début, il peut faire des mouvements complètement aléatoires, tomber, faire des choses. Juste pour être sûr de bien comprendre, en fait, tu as modélisé ton robot sur un logiciel dédié et tu l'as fait tourner en local sur ta carte graphique, etc. pour identifier le meilleur comportement. C'est un peu ça, mais je vais expliquer un peu plus. Ce que j'ai montré tout à l'heure dans le navigateur web, là, le logiciel de CAD, c'est vraiment faire un modèle 3D pour la conception mécanique, pour après imprimer les pièces en 3D, les assembler, etc. À partir de ça, je peux exporter une description du robot. Donc typiquement, il y a un type de description qui s'appelle URDF. Et là, c'est un autre format pour MuJoCo, c'est un détail, qui décrit en fait comment sont agencés les joints, donc tous les degrés de liberté, quelles sont les masses de toutes les parties mécaniques, c'est quoi leurs inerties, c'est quoi la friction, etc. Tu es obligé quand même de le créer, l'équivalent du URDF, tu es obligé de le créer pour ton simulateur. Mais en fait j'ai des outils qui permettent de le faire automatiquement. Je pourrais en parler, c'est pas moi qui les ai fait, mais c'est des super outils, je recommande. Et donc l'idée c'est d'avoir ce robot qui est simulé dans un simulateur physique, et ce qu'on veut c'est que déjà son comportement soit le plus réaliste possible. Donc ça implique de connaître les vraies masses des objets, comment ils vont se comporter si on les pousse, s'il y a telle force qui est appliquée de telle manière. Un autre aspect très important, c'est de savoir comment les moteurs vont se comporter, simuler en fait correctement le comportement des moteurs. Et ça, pour aussi, j'utilise un outil qui n'a pas été fait par moi, par un collègue que je pourrais vous donner les sources. Tout est sur la page GitHub. Et là, l'idée, c'est on prend le moteur, on le met le vrai moteur physique. On l'accroche sur le bord de la table avec un espèce de bras de levier, un poids connu, et on fait des trajectoires, on enregistre des données. Et ça nous permet en fait d'identifier comment se comporte le moteur et de trouver les paramètres qu'on va mettre dans la simu pour qu'il se comporte de manière réaliste. Donc ça, c'est absolument critique. C'est le truc vraiment qui est ressorti de tout ça. C'est identifier ces moteurs. Quand on fait ce genre de truc, c'est absolument critique, ça marche pas ça, sinon. Et donc pour aller un peu plus dans les détails dans la manière dont on entraîne, donc c'est l'apprentissage par renforcement. Ça veut dire qu'on a un agent, donc ici c'est le petit robot là, qui va apprendre à maximiser une fonction de coût. Donc ça veut dire que nous on va définir qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse sous forme de, par exemple si tu as avancé, tu gagnes des points, si tu es tombé tu perds des points, si tu fais n'importe quoi tu trembles beaucoup. Ça peut faire des trucs bizarres dans la simulation, on veut pas ça donc on pénalise, etc. Donc on va définir au fur et à mesure ce qu'on appelle du coup la fonction de récompense, donc c'est reward en anglais, et après on va le faire tourner, on va avoir un petit réseau de neurones qui prend en entrée les observations du robot, donc ça va être la position des moteurs, on a une centrale inertielle aussi dans le robot, donc une petite IMU qui nous donne l'orientation, les vitesses linéaires, vitesses angulaires. Et vous voyez les commandes aussi. Donc, par exemple, moi je le commande avec la manette de Xbox, mais c'est juste des vitesses que je veux qu'ils suivent. Et il va interagir avec l'environnement, c'est-à-dire au début faire des trucs complètement aléatoires parce que les poids du réseau sont complètement aléatoires. Et en sortie, ça va être les mouvements des joints, des degrés de liberté. Et au fur et à mesure de faire des trucs aléatoires, il va peut-être à un moment faire un truc qui fait qu'il va gagner des points. Par exemple, je sais pas, il fait un petit pas comme ça et après il tombe direct, mais vu qu'il a fait ça, il a gagné des points sur la fonction de reward. Et ça, après, il y a tout un processus d'optimisation qui fait qu'à la fin, il finit par se comporter comme on a voulu qu'il se comporte.
Bon, ça, c'est dans les très grandes lignes. Et donc, à la fin, ça donne un truc comme ça. Et quelle structure pour résoudre? C'est un perceptron multicouche avec il y a 3 couches, il y a 128, 256, 512. Et après, donc c'est minuscule. C'est pour ça que ça tourne sur la petite Raspberry Pi à 1 kHz sans problème. Du coup, tu as été obligé de itérer plusieurs fois. Oui, mais ça a pris 1 an. Enfin, un an, pour la conception, pas pour l'entraînement. Non, pas l'entraînement. L'entraînement, il se fait en 1 heure. Bah oui. Mais trouver tous les bons... En fait, là, j'ai caché plein de complexités. Et surtout, je ne connaissais pas très bien ce domaine-là en particulier, donc j'ai appris plein de trucs au fur et à mesure. Mais avant d'arriver à avoir... assez vite, en fait, on arrive à avoir des trucs qui marchent en simulation. Mais après, si on prend ce modèle-là et qu'on le lance sur le robot, ça fait n'importe quoi. Parce qu'on a mal identifié nos moteurs, on a inversé des axes, il y a plein de trucs qui sont pas réalistes. Donc le truc qu'il a appris en simulation, il peut pas en fait se comporter correctement sur le vrai robot. C'est ça le problème du sim-touring. Exactement, ouais, c'est ça. Et donc, première étape, faire en sorte que la simulation soit la plus réaliste possible. Donc ça, il y a une limite, hein, ça peut jamais être parfait. Et après, on peut aussi faire un truc aussi critique, c'est rajouter de l'aléatoire. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, tout d'un coup, je sais pas, la masse de la jambe, elle va prendre 10%. La friction avec le sol va changer. Changer plein de trucs, genre le moteur va être un peu moins puissant, etc. Tout ça, on rajoute beaucoup d'aléatoires là-dessus, ce qui fait que le modèle, donc quand je dis le modèle, c'est le réseau de neurones, qui a été appris, il est robuste à des petites variations, ce qui fait que ça se passera mieux en fait. Il apprend à devenir robuste à des variations qu'on aurait mal identifiées. C'est un peu comme avec des obstacles sur le parcours. Ouais, exactement. Exactement. Un truc qu'on peut faire aussi, c'est le lancer. C'est le faire s'entraîner sur un terrain un peu accidenté. Donc au lieu que ce soit complètement plat, là, il marche sur un terrain qui est un peu accidenté. Donc là, on voit que le truc est un peu robuste à ça. Bon, pareil, il y a des limites. Hein. Si le robot, il a quand même des limites physiques. Hein. Si je lui mets des marches de 10 cm, il ne pourra pas faire de la magie, parce que c'est un petit robot, pas hyper puissant, etc. Quoi. Voilà. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il est un peu robuste à... je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Je pose le micro 2 secondes. Il est un peu robuste à si je le pousse. Il essaie de faire des pas pour... Et donc ça, c'est un comportement qui est émergent Tu appliques une force physique sur les hommes. Ouais, c'est ça. Professionnel, policier, Et les 5 degrés de liberté par jambe, c'est le minimum que tu as trouvé, ou c'est une intuition, ou c'est le minimum qui fonctionnait? C'est assez classique. Typiquement, c'est plus une reproduction par rapport à celui de Disney. Celui de Disney, il a la même architecture, ouais, tout pareil. Et en fait, c'est assez classique comme souvent, quand on fait de l'apprentissage en renforcement, les robots ils peuvent se retrouver à faire des trucs efficaces pour marcher bien, mais en marchant par exemple la tête en y est. Ah oui, tu te retrouves avec une itération. En fait, tu t'as des faits de... Il avance mieux en tapant sur la tête. Ça, on a pas mal, mais on a la fonction de reward, de récompense qu'on a donnée. Nous, on allait imaginer dans notre tête qu'il faut qu'il fasse ça, mais peut-être qu'il y a une manière plus efficace que de faire ce qu'on lui demande sans marcher, quoi. Par exemple, je sais pas, en tremblant énormément, ça fait bugger la cellule physique. Ouais. Du coup, il glisse sur le sol en tremblant, ce qui est pas réaliste physiquement. Nous, on a ça, on a des robots qui vibrent. Et qui rangent. Et qui avance. Et qui suivent une ligne. J'ai eu ça au début, oui. Après, il y a plein de manières de régulariser ça. Et notamment un truc que j'ai pas dit. Ils attendent pas les questions de la salle. Ah ouais. Ouais, j'essaierai, ouais. Un truc que j'ai pas dit, c'est que donc on a notre fonction de récompense. Une manière de guider encore plus l'apprentissage, c'est de lui donner des exemples. C'est-à-dire qu'on peut soit définir purement mathématiquement, disons, ce qu'on veut qu'il fasse. Donc par exemple, maximiser ta vitesse linéaire, faire que les pieds touchent le sol à une certaine fréquence, qu'il n'y ait pas de tremblement, ce genre de truc. Mais un autre truc qui est pas mal efficace, c'est de lui donner des exemples. Et alors pour ça, donc c'est pareil que ce que fait Disney. En fait, ils ont sorti un papier sur il y a un an, peut-être un truc comme ça, sur comment ils ont fait pour faire marcher leur robot.
Et donc ça a été une bonne source d'inspiration, ouais. Et ils font une reward d'imitation, donc une récompense d'imitation. Donc là, ce que je vous montre, c'est pas un simulateur physique, c'est une visualisation du robot. Et on a en fait un générateur de démarche, donc qui est paramétrique, hein, je peux le faire tourner, etc. Qui est pas pardon. Ouais. Un générateur de démarche là, qui est pas nécessairement, qui va pas en fait, si je le prends tel quel, il va pas faire le robot va pas marcher pour de vrai. On pourrait faire en sorte que ça marche parce qu'il fait quand même des suppositions physiquement réalistes. Par exemple, on veut que le centre de masse il reste dans une certaine, la projection du centre de masse au sol reste dans une certaine range entre les pieds, ce genre de truc quoi. Mais tel quel, c'est un mouvement en boucle ouverte, donc sans retour des capteurs. Et je peux pas le lancer directement sur le robot, il va tomber. Donc ce que je fais, c'est que j'enregistre plein de trajectoires, plein de combinaisons de trajectoires, en fait toute la combinatoire avec une certaine granularité quoi. Donc de avancer en X, avancer en Y, donc il peut aussi faire des pas chassés. Hein. Bon là ceux-là ils sont pas hyper réalistes, mais et tourner sur lui-même quoi. Et combiner tout ça aussi, il peut combiner toutes ces commandes. On voit la projection du coup des pas qui planifient au fur et à mesure du temps. Et en fait, j'enregistre ça et ça va être de la démonstration. C'est-à-dire que en plus de toutes les fonctions de récompense que j'ai définies, je vais dire il faut aussi que tu imites ça. Et donc ça sous la forme de il faut que à tel moment de la phase de la marche, ce moteur il soit à telle position, les vitesses soient à telle position, etc. Et ça, en fait, ça aide énormément à réduire l'exploration initiale que doit faire l'algo d'optimisation. En fait, si on part vraiment from scratch, il va faire des mouvements complètement aléatoires, et peut-être qu'au bout d'un moment, il va finir par trouver un truc qui ressemble un peu, mais on n'aura pas de garantie non plus que la marche, elle va ressembler à un truc un peu joli comme ça. Donc une manière de faire, c'est de rajouter une récompense d'imitation. Et ça marche super bien. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ça limite aussi beaucoup l'effet que tu décrivais. Donc, qui était que on peut maximiser la récompense en faisant quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait quand on a designé le truc. Voilà. C'est un réseau de neurones, un petit réseau de neurones. Ouais, c'est un tout petit réseau de neurones où il y a des poids qui ont été appris pendant l'entraînement. Donc comme je disais, en entrée, il va avoir toutes les observations du robot, donc ses capteurs. Donc, ça va être la position, la vitesse des moteurs, l'état de la centrale inertielle, donc vitesse angulaire, vitesse linéaire. Moi je les prends brutes parce que j'ai une centrale inertielle qui est pas terrible et que la fusion de capteurs est pas géniale, mais on pourrait aussi juste récupérer l'orientation absolue dans l'espace du truc, mais bon, ouais, c'est ça. Et tout ça, ça me fait un vecteur en fait, ça me fait une liste de nombres qui va en entrée du réseau. Le réseau, il y a tous les poids, il va calculer d'un truc et en sortie, et je vais avoir la position que doivent avoir les moteurs pour résoudre la tâche quoi. Dans le temps. Ouais, c'est ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des grandes lignes. Et donc, maintenant je peux faire une petite démo si vous voulez. S'il y a des questions, allez-y. Hein. Ah bah là... Alors, il y a des questions. Donc là, comme je disais, il y a une Raspberry Pi là, qui est dans la tête. Bon là j'ai juste allumé, j'ai une manette de Xbox qui se connecte automatiquement à la Raspberry Pi et quand elle est connectée, ça lance le truc de la marche. Il va se mettre en position initiale. Hop. Voilà. Là, c'est la policy qui tourne. Donc, il a un peu la tremblote. J'essaie de résoudre ça, mais ça vient un peu les moteurs qui sont pas géniaux. Je peux couper le truc pour qu'il arrête, pardon ? Ouais, c'est ça. Donc, il y a les moteurs des antennes, voilà, qui peuvent faire des trucs un peu rigolos. Il peut faire des bruits. Il peut allumer et éteindre sa torche. Et, ouais, voilà, ça c'était pas très dur. Et il peut marcher. Ouais, la table en plus il est un peu robuste. Ouais. On dirait la démarche d'E.T.
démarche. Il y a un peu de ça, ouais. Ah non, je sais pas, je dis ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ah oui, un truc que j'ai oublié de dire. Il peut faire toutes les directions, ouais. Et combiner toutes les directions. Ouais. En dessous, il y a donc là c'est du TPU, donc c'est un matériau qu'on peut imprimer en 3D qui est un peu flexible. Enfin, ça dépend de l'infill et tout. Et par-dessus, j'ai mis une couche un truc magique qui s'appelle le Plastidip. Je sais pas si les makers connaissent ça. En gros, c'est du grip en spray. C'est du caoutchouc en spray. Et donc ça grippe vachement bien. Et en plus de ça, ouais, ça fait une couche en fait de caoutchouc et qui agrippe vachement bien avec le sol. Et en plus de ça, je sais pas si on entend. On entend des contacteurs, ouais. Dans les pieds, il y a des petits switches en fait. Il y en a un devant, un derrière. Mais en fait, c'est comme si c'était un seul switch. Je les ai mis en série. Je sais plus. Là, t'aurais pas eu besoin de mesurer la force? Ça serait une information potentiellement utile. Mais je veux un robot pas cher. Et les capteurs de force, c'est pas que forcément ça coûte cher, mais il faut les calibrer, c'est bruité, etc. Là, j'ai un truc qui juste, il sait si son pied est en contact avec le sol. Donc j'en ai deux qui agissent comme un seul switch. Mais c'est pour dire, si jamais il pose le pied un peu en avant, ça va quand même cliquer, quoi. S'il pose le pied un peu en arrière, ça va quand même cliquer. Et ça, c'est aussi une information que le modèle récupère. Ça rentre dans le réseau. Oui, ouais, ça c'est le dernier bar qui vient. C'est le bar, ok. Et ça rentre dans le réseau, ouais, exactement. Et voilà, donc il peut marcher. Il est plutôt robuste, bon, ça lui arrive encore de tomber, hein. Et pour un poids total au final de combien là? 2 kilos. Et donc pour les détails un peu électroniques, il est alimenté par deux cellules 18650 en série. Donc c'est vraiment les cellules de clope électronique, quoi, un peu plus balèzes, qui peuvent sortir, qui sont 300 mAh, qui peuvent sortir jusqu'à, je pense, une 15 ampères, un truc comme ça en pic. Ouais. Et ça suffit pour ces moteurs-là, c'est ok. Et l'autonomie avec ça, c'est à peu près une demi-heure où il peut marcher bien. Après, la tension diminue et les moteurs ont moins de patates et là, ils commencent à tomber. Donc on est en train de voir pour mettre un régulo, enfin un truc comme ça, ou peut-être mettre plus de batterie. Et mon côté détail de la puissance, il y a un BMS pour gérer ça, il y a un chargeur USB-C, donc juste à brancher sur un chargeur 5 volts et ça va le charger, quoi. Et voilà. Bah écoute, ouais. Bah franchement, ouais, c'est pour avoir un petit bonhomme qui bouge, surtout on va dire la primeur, parce qu'il y en a pas mal sur internet qui existent aujourd'hui, et je crois que t'es un des seuls à en avoir un qui se balade, quoi. Ouais, mais je crois que c'est, je vais pas m'avancer, mais je pense que c'est un des premiers projets entièrement open source de bipède ultra pas cher et qui marche avec de l'apprentissage par renforcement. Donc c'est cool. Alors, pour l'open source, justement, elles sont où les sources? Qu'est-ce que t'as? Où c'est que t'as mis justement toute ta distrib? C'est assez facile à trouver, hein. Y a un repo GitHub qui s'appelle OpenDoc Mini et dans lequel il y a tout en fait. Donc la connexion internet est pas terrible. Bon là j'ai mis $400 mais en fait c'est un peu moins. Après ça dépend, si on est aux États-Unis le prix a vachement monté ces derniers temps. Vu que c'est importé de Chine, il y a les tarifs, il y a des gens. Merci notre cher président américain pour ses taxations internationales. Ouais, pour du coup citer un peu les gens qui ont beaucoup contribué. C'est des Fitech STS 3215. Donc Fitech c'est une marque chinoise. Ouais, mais en fait, je crois que ouais, je sais pas qui a copié qui, honnêtement. Hein. Mais Fitech, ils ont pas mal grossi ces derniers temps, notamment avec le projet de Hugging Face, le robot, où ils ont fait un bras qui utilise ces moteurs-là. En fait, c'est comme ça que je les ai connus, ces moteurs-là, parce que voilà, on bosse ensemble. Ouais, exactement les mêmes, ouais. Si on veut le faire, est-ce que le réseau de neurones, on récupère déjà un prix ou est-ce qu'il faut qu'on apprenne notre propre... Et moi, je fournis tout. La question est très pertinente. Donc Bruno, si tu veux le faire, toi qui n'es pas du tout développeur dans l'âme, etc., et que tu as envie de le reproduire, donc effectivement toute la phase d'apprentissage, tout le système neuronal, tout ça, en fait on peut le récupérer directement. On peut soit, je peux reprendre le micro si tu veux. on peut soit refaire tout ce que j'ai décrit. Donc identifier les moteurs, tout est disponible, tout est. Alors c'est pas ultra bien documenté encore, mais ça va venir. Ou alors on peut suivre le guide d'assemblage
Donc j'ai fourni j'ai un petit guide qui est là-dedans. Bon, c'est lié. Ouais. Il y a un guide d'assemblage. Donc d'abord il faut configurer ses moteurs. Moi il y a des petits scripts qui aident. Il y a toutes les étapes de l'assemblage du robot. Et tout est en français, bien sûr. Tout est en anglais. Ah non, c'est pas vrai. Mais traduit en anglais, hein. C'est du français traduit en anglais. Il y a les schémas pour faire. Au niveau, faut que tu te mettes à la programmation et à l'anglais. Ouais, non, moi je suis français et je reste français. En France, on parle français, messieurs. Ouais, bon. C'est un projet international. Moi, je suis pour le saucisson et la baguette. Et donc il y a tout pour en fait vraiment construire le robot. L'intérieur de la tête. Mais en fait, si on veut juste le faire marcher, il faut avoir des petites connaissances en Linux, ça aide. Savoir setup une Raspberry Pi et se connecter dessus en SSH sur le truc, ça s'apprend assez facilement. Hein. Si on veut vraiment juste arriver à cet état-là, il n'y a pas besoin de programmer. Je fournis tout ce qu'il faut pour lancer les trucs. C'est clé en main, package, t'injectes et... Ouais, c'est pas je clique et j'attends, il y a des étapes, mais il n'y a pas besoin de programmer. Ok. Question. On peut pas de phase d'apprentissage, on peut la faire. J'ai pas compris, pardon. Il est sur le GitHub. Ouais, il est. Je pourrais, mais en fait, il est tellement petit que je l'ai mis là, quoi. Oui, non. Ah oui, c'est un Unix, Voilà. Le modèle pèse. Le modèle pèse 863 kilo-octets. Moi. En fait, on pourrait l'entraîner nous-mêmes. Voilà. Ouais, ce qui est... Ah, question dans la salle. Est-ce que tu as un rétro-planning pour assembler un robot ? Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un rétro-planning pour assembler tout ça? Mais... J'ai une vague estimation. Ouais, la question c'est combien de temps ça prend pour fabriquer le robot. La vague estimation c'est... Alors, purement impression, on n'a qu'une seule imprimante 3D, il y a quand même pas mal de pièces à imprimer. Il y en a pour peut-être 3-4 jours d'impression, parce qu'il y a des grosses pièces. Si on a plusieurs imprimantes, ça va plus vite, etc. Et après, l'assemblage, ça peut se faire, assez vite, hein. En quelques, je dirais, en étant motivé, en faisant que ça. En moins d'une semaine, on peut arriver à un truc qui fonctionne. Alors la première fois qu'on le fait, on va faire plein d'erreurs, donc ça va prendre plus de temps. Mais si je devais en produire, quoi, ça me prendrait beaucoup moins de temps. Ouais. C'est pas du CAN, c'est du série. C'est un bus série. Ouais. Ouais, elle est pas terrible. Ça c'est le premier qui est sorti, quoi. J'en ai pas fait d'autres moi, mais on l'a vu un peu tout à l'heure sur la... Je peux remettre l'écran. En un mois ? Ouais, en étant motivé, ouais. Il y a... je vais essayer de retrouver... Ouais, voilà. Ouais, ça c'est les robots de la communauté. Donc il y en a plus maintenant, hein, ça date d'il y a 2 mois peut-être. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des mods, donc ça c'est trop cool. Le mien, le design est très simple, je suis allé au fonctionnel, quoi. Et ils ont fait des mods, des modifications, par exemple. C'est ça, en fait ils ont gardé le squelette, toutes les parties fonctionnelles et changé les parties esthétiques. Ok, pour vraiment ressembler plus à ouais, l'original. C'est ça, celui-là il est très très beau. Ouais. Et donc voilà, il y a une communauté pas mal active. Et alors, bonne remarque. La police est étonnamment robuste à ça. Vraiment, je m'y attendais pas. Ils ont commencé à faire des mods, j'étais là, bon, va falloir réentraîner, c'est pas grave. Hein. Il va tomber le verre, hein. Mais par contre, lui mettre un petit poids ici, en fait, je pense qu'il va tomber très vite. Hein, ça. Ouais, voilà. Ah voilà, ça déséquilibre. C'est pas mon robot qui fait ce bruit. Et ouais. Le truc là. Ah non, je pense que le robot va pas forcément tomber, mais ça va tomber très très vite. Après ça dépend, ça pèse combien ça ? Je pensais que le robot
Et oui, pour finir de répondre à la question, effectivement, si on change trop de choses, donc changer le centre de masse, changer les masses, changer les moteurs, ce genre de trucs, la politique, donc le modèle que j'ai appris, enfin que j'ai entraîné en simulation, il va plus marcher parce qu'il faut refaire une identification, il faut refaire caractériser tout le robot, etc. Mais ça se fait, j'ai documenté un peu ce truc-là aussi. Mais par contre, faire des modes comme ça, donc c'est-à-dire changer, la coque est un peu plus grosse. C'est pas tout à fait c'est pas forcément le même plastique, c'est pas tout à fait le même poids et tout. Le robot il marche quand même un poil moins bien, donc ça serait bien quand même de réentraîner spécifiquement pour ces modes là, mais ça marche quand même. Par contre l'entraînement tu fais pas sur le Raspberry. Ah non. Ça prend ouais non, ça prend pour donner un ordre de grandeur environ 1 heure. Ouais, mais en fait ça pas forcément corrélé. Ça prend environ 1 heure sur une 4090 qui bosse à fond, quoi. Il y a 8000 environnements parallèles, donc 8000 robots simulés qui bossent en parallèle. Et déjà c'est très très court en fait. Sur une Nvidia 4090 quoi. Très gros GPU. Et ça pourrait entraîner sur mon ordi aussi. Moi j'ai une 3070 ici de laptop quoi. Et ça prendrait peut-être 3-4 heures quoi à entraîner. Vas-y, justement, j'allais te demander s'il y avait des questions côté Zoom. Ah bon, une petite question. Là, on a beaucoup parlé du projet qui est super, hein. Franchement, merci beaucoup pour la présentation. En plus, c'est super intéressant, très détaillé, très bien fait. C'est impressionnant. Tu viens de parler un petit peu de ton travail. Est-ce que, sans être trop indiscret, tu peux nous dire un peu ton cursus comme ça? Comment est-ce que tu as fait? Tu es super à l'aise dans beaucoup de choses. C'est intéressant d'avoir juste un retour d'expérience sur le parcours des personnes et comprendre comment tu es arrivé à ça et notamment à t'intéresser à ce petit objet après. Ouais, pas de problème. Je vais aller un peu vite. Hein. J'ai fait un DUT Info avec Quentin ici présent. Après, je suis allé à la fac. J'ai fait un master en info, informatique, quoi, donc spécialisé dans image et son. Après, j'ai fait un doctorat plutôt côté donc ce qu'on appelle IA aujourd'hui. Qui a tout ça, ça n'avait rien à voir avec la robotique. Hein. Enfin, l'informatique, c'est une partie de la robotique, mais je ne suis pas spécialisé dans la robotique d'un point de vue purement universitaire. Et en fait, à partir de la licence 3, j'ai intégré sur mon temps libre, quoi, enfin vraiment en hobby, pour le plaisir, une équipe de robotique d'un labo de recherche qui s'appelle Roban. Peut-être que vous les avez vus passer. Et voilà, donc c'est le collègue Greg qui bosse à Roban qui a fait. Pardon ? Sur Bordeaux. Sur Bordeaux, ouais. J'ai tout fait à Bordeaux, ouais. J'étais au laboratoire bordelais de recherche en informatique pendant ma thèse, etc. Et donc je participe depuis 2016 à la RoboCup. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais voir si j'ai de l'internet. C'est une compète qui existe depuis je crois 94 ou 96. Ouais. Et qui est, alors ça c'est une compétition internationale qui a lieu dans un pays différent tous les ans. En 2022, c'était à Bordeaux. Notamment grâce à l'équipe Roban qui a essayé organiser. Non, cette année c'est au Brésil. Non, là c'est l'équivalent de la coupe du monde, quoi. Enfin, ouais. Et c'est par exemple cette année c'est au Brésil, l'année dernière c'était aux Pays-Bas, avant ça c'était à Bordeaux, avant c'était en Australie, au Japon, en Allemagne, en Thaïlande. En fait, où ils utilisent des robots Nao. Ouais. Il y a toute une ligue. Alors la RoboCup c'est une compète qui est très grande compétition. Ouais, qui est vraiment française, etc. Et donc il n'y a pas que du foot à la RoboCup. Il y a plein de ligues. Il y a des ligues où c'est des robots qui travaillent à la maison, quoi. L'idée c'est on lui dit va ranger, sortir la poubelle. Et il y a une compétition de ça. Il y a des robots de sauvetage, donc ils reproduisent un espèce de site de catastrophe. Et là c'est de la téléopération par contre. Tout le reste c'est des robots qui sont autonomes. Il y a quoi d'autre après il y a une grosse ligue soccer, donc football, quoi. Dedans il n'y a pas que des humanoïdes. Il y a aussi des petits robots à roues, des gros robots à roues et des humanoïdes dont les Nao. Ouais,
Ouais, c'est quasiment que des universités qui participent, un peu partout dans le monde. Et nous, on participe à, avec l'équipe Roban, je prends le premier truc qui me tombe sous la main, à la compétition robotique humanoid soccer en kid size, donc c'est des robots de taille enfant, quoi, qui sont à peu près grands comme ça, et qui jouent au foot en autonome. Donc voilà, le robot rouge, là, c'est un de nos robots. Et donc depuis 2016, je participe à... Ouais, on les pose sur le bord du terrain et après ils jouent, ils écoutent l'arbitre et tout. Ah ben ouais, il y a moi ici. Avec Greg à côté. Oh, là, on était en train de préparer des trucs, mais après, oui, ils ont pas de fil, ils marchent sur batterie, etc. Et voilà, donc j'ai fait ça, c'est ça qui m'a formé à la robotique en fait. Et après ma thèse, j'ai été embauché chez Pollen Robotics, donc une boîte de bordelaise, une start-up, où on fait un robot humanoïde aussi qui s'appelle Richie. Il est destiné à quoi votre robot humanoïde là, Oups. Attends, on en parlera. T'inquiète pas. On est mort. On l'a vu sur BDX. Ouais, moi je donne. Voilà. J'ai un peu de pub. Et on fait ce robot-là. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris la robotique globalement. Ok, merci beaucoup pour les explications. Donc, écoute, je te remercie infiniment. Donc pour les liens de téléchargement, donc on remettra ça en dessous de la vidéo. Vous pourrez trouver tout ce qui est parti, le lien pour le Discord, le GitHub. Donc ça, pour ceux qui veulent apprivoiser ces petites battes et le faire à la maison, donc on va mettre tous les liens en disponibilité. Moi personnellement, là, j'adhère à 200%. Donc je pense que là prochainement, il y en a un qui va sortir de l'imprimante et je vais pouvoir m'en occuper un petit peu. Ouais, donc non, ça, là, je peux te dire, elle est vendue à 200% dans ma tête. Je vois déjà l'idée là. Donc voilà, pour ce soir, l'apérobo du mois de juin, donc on a pu rencontrer le modèle réduit de BDX. Pour le mois suivant, donc le mois de juillet, donc qui va être assez estival, sachant que Calibin sera aussi à la Japan Expo et en même temps on aura l'apérobo qui sera en parallèle, donc au dernier bar avant la fin du monde, donc sur Paris. Nous on va continuer tout ça de notre côté. Je vous dis rendez-vous pour le mois prochain, donc pour un prochain apérobo où on aura des petites surprises à vous montrer par rapport à tout ça. Mais voilà, comme dit Pascal, si vous voulez quand même venir à la Japan, parce qu'effectivement la Japan Expo est la semaine d'avant l'apérobo et la semaine d'après, on sera ici au dernier bar. Donc écoutez, je vous dis à bientôt, bonne soirée. Nous on va continuer dans notre coin tranquillement. Et pour ceux qui sont à distance, je vous dis à bientôt aussi. On se retrouve bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Ciao.